Rejeté par tous à la vente aux enchères, un cheval à 3 pattes a trouvé l'espoir dans les yeux d'une jeune fille handicapée. Lorsque leurs regards se sont croisés, quelque chose d'inexplicable s'est produit qui allait changer leur vie à jamais. Cette histoire vraie vous fera repenser à tout ce qui concerne le dépassement de soi. Aimez, partagez et préparez vos mouchoirs. Le soleil frappait impitoyablement le sol craquelé de la vallée des Acacias cet après-midi de mars, lorsque le destin décida d'entrelacer 2 âmes marquées par l'imperfection aux yeux du monde. Dans le vieux hangar d'enchères, l'air lourd portait l'odeur de foin sec mêlée à la sueur équine, tandis que des éleveurs au chapeau large se disputaient les meilleurs spécimens de la saison. Mais ce fut le silence gênant qui s'empara de l'enceinte lorsque Vaillant, un majestueux cheval pie de seulement 3 pattes, fut conduit au centre du manège. Personne n'aurait pu imaginer que ce moment de rejet collectif serait le prélude d'une transformation qui résonnerait pendant des générations dans la petite vallée. Sophie Dubois observait tout depuis la dernière rangée de bancs, ses béquilles soigneusement posées à côté, ses yeux noisettes brillants d'une intensité qui contrastait avec ses 11 ans. La jeune fille connaissait bien le poids des regards apitoyés, les mots murmurés quand il pensait qu'elle n'écoutait pas, la sensation d'être constamment sous-estimée à cause de sa condition physique. Peut-être est-ce pour cela que, lorsqu'elle vit Vaillant boiter fièrement dans le manège, gardant la tête haute malgré la patte avant manquante, quelque chose en elle s'agita comme les eaux d'une rivière longtemps endiguée. La ferme du bois avait été prospère pendant 3 générations, mais la sécheresse implacable des 2 dernières années avait transformé des pâturages verdoyants en terres arides, où seul l'espoir s'entêtait à germer. Monsieur Charles Dubois, patriarche de la famille et propriétaire de Vaillant, serrait son chapeau entre ses mains calleuses, tout en observant les acheteurs détourner le regard de son cheval. Chaque seconde de silence était comme un coup de poignard dans son orgueil d'éleveur, mais la nécessité parlait plus fort que le sentiment. Les factures s'accumulaient comme des nuages d'orage à l'horizon, et chaque animal vendu signifiait un mois de survie de plus pour la ferme. La voix du commissaire-priseur fendait l'air étouffant comme un fouet, tentant d'éveiller l'intérêt là où il n'y avait que du dédain. « Messieurs, observez la musculature, la lignée impeccable de cet animal. Un petit défaut n'efface pas des années de sélection génétique. » Mais ces mots tombaient dans le vide, comme des graines sur une terre stérile. Un éleveur corpulent cracha par terre et déclara assez fort pour que tout le monde entende qu'il ne dépenserait pas 1 centime pour un estropié. D'autres hochèrent la tête en signe d'accord silencieux, leur visage tanné par le soleil, exprimant la dureté pragmatique de ceux qui vivent de la terre. C'est alors que Sophie sentit une main douce sur son épaule. Michel Lefebvre, le nouveau, professeur d'éducation physique de l'école, était arrivé quelques mois auparavant dans le village, apportant avec lui des idées révolutionnaires sur l'inclusion et l'adaptation qui causaient autant d'admiration que de résistance dans la communauté conservatrice. Ses yeux verts transmettaient une bonté sincère lorsqu'il se pencha pour lui demander si elle allait bien. Sophie se contenta de hocher la tête, incapable de détourner le regard de Vaillant, qui hennissait doucement, comme s'il comprenait parfaitement le cruel théâtre dont il était le protagoniste involontaire. L'après-midi avançait lentement, et la chaleur à l'intérieur du hangar devenait presque insupportable. Carmen Dubois, mère de Sophie et institutrice à l'école locale, s'éventait avec un dépliant de la vente aux enchères, tout en observant avec inquiétude la fixation de sa fille sur le cheval boiteux. Elle connaissait bien cette lueur déterminée dans les yeux de la jeune fille, la même qui apparaissait chaque fois que quelqu'un disait qu'elle n'y arriverait pas. C'était simultanément sa plus grande source de fierté et d'inquiétude maternelle. Le marteau du commissaire-priseur pendait en l'air comme une sentence lorsque M. Charles, dans un dernier acte désespéré, réduisit le prix minimum pour la 3e fois. Le silence qui suivit fut assourdissant. Vaillant baissa la tête pour la première fois depuis qu'il était entré dans le manège, et ce geste de défaite fit quelque chose se briser à l'intérieur de Sophie. Sans réfléchir, elle se leva, s'équilibrant précairement sur ses béquilles, et sa voix claire coupa le silence comme le premier rayon de soleil après une tempête. « Je le veux !» Toutes les têtes se tournèrent vers la frêle jeune fille qui défiait les conventions avec la même bravoure qu'un guerrier antique.
Des Satsikita murmures parcoururent les rangées comme le vent parmi les feuilles sèches. Carmen sentit son visage brûler de honte et de fierté à parts égales. Michel Lefebvre, toujours à leur côté, ne put cacher un sourire d'admiration. Monsieur Charles, du centre du manège, regarda la jeune fille qu'avec un mélange de surprise et de quelque chose qui pourrait être l'espoir renaissant. Ce qui suivit fut une négociation qui entrerait dans le folklore local. Sophie, avec l'éloquence de celle qui avait passé sa vie à devoir prouver sa valeur, expliqua qu'elle avait économisé chaque centime de ses anniversaires et Noëls des 3 dernières années. Elle offrit non seulement l'argent, mais aussi sa promesse de travailler les week-ends pour aider avec les autres animaux de la ferme. Carmen tenta d'intervenir, murmurant sur la folie de cette idée. Mais Michel, dans un geste qui ne passa pas inaperçu, posa gentiment la main sur son bras et murmura que certaines connexions transcendent la logique. Monsieur Charles descendit de l'estrade et marcha lentement jusqu'où Sophie se trouvait. Le vieux fermier s'accroupit pour être à la hauteur de la jeune fille, ses yeux fatigués l'étudiant avec la sagesse de celui qui avait appris à lire les âmes au fil des ans. « Tu sais qu'il ne galopera plus jamais comme les autres chevaux, petite ?» Sophie redressa les épaules et répondit avec une conviction qui fit plusieurs adultes présents se remuer inconfortablement sur leur siège. « Et je ne courrai jamais comme les autres enfants. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas trouver notre propre façon de voler. » Le silence qui suivit fut différent des précédents. C'était un silence lourd de possibilités, comme le calme qui précède le premier coup de tonnerre d'une pluie longtemps attendue. Monsieur Charles tendit sa main calleuse, et lorsque Sophie la serra avec sa petite main mais ferme, ils scellèrent plus qu'une affaire. Ils scellèrent le début d'un voyage qui défierait chaque préjugé enraciné dans cette communauté. Le transport de Vaillant vers la modeste maison des Dubois, à la périphérie de la ville, se transforma en un événement que personne n'oublierait. De sitôt. La charrette adaptée parcourut les rues principales sous des regards qui variaient de la curiosité morbide au dédain mal dissimulé. Des enfants couraient à côté du cortège improvisé, certains se moquant, d'autres sincèrement fascinés. Sophie suivait à côté dans un autre véhicule, mais ses yeux ne quittaient jamais Vaillant, comme si elle craignait qu'il ne puisse disparaître si elle détournait le regard. Michel Lefebvre s'était proposé d'aider au transport, et sa présence, aux côtés de Carmen, ne passa pas inaperçue aux yeux des commères du village. Veuf depuis 2 ans, le professeur était arrivé dans la vallée des Acacias, cherchant à recommencer loin des douloureux souvenirs de la grande ville. Son dévouement envers les élèves ayant des besoins spécifiques avait rapidement conquis le respect, sinon la totale acceptation, de la communauté. Maintenant, l'observant interagir naturellement avec Sophie, expliquant l'anatomie équine tout en aidant à préparer le petit abri improvisé dans la cour, Carmen sentit quelque chose de longtemps endormi s'agiter dans sa poitrine. La première nuit de Vaillant dans sa nouvelle demeure fut marquée par une tempête soudaine qui transforma les rues de terre en rivières de boue. Sophie, ignorant les avertissements de sa mère, se traîna avec ses béquilles jusqu'à l'abri pour tenir compagnie au cheval. Elle le trouva inquiet, hennissant doucement à chaque coup de tonnerre. La jeune fille s'installa dans la paille, à côté de lui, et commença à chanter doucement une vieille berceuse que sa grand-mère avait l'habitude d'entonner. Peu à peu, Vaillant se calma, allant même jusqu'à s'allonger à côté d'elle dans une démonstration de confiance qui ferait fondre le cœur le plus endurci. C'est ainsi que Carmen les trouva des heures plus tard, guidée par Michel qui avait remarqué l'absence de la jeune fille. La scène à laquelle ils assistèrent, éclairée seulement par la lumière vacillante d'une lanterne, resterait gravée à jamais dans leur mémoire. Sophie dormait sereinement appuyée sur le flanc de Vaillant, tandis que le cheval gardait la tête haute en vigile protectrice. Michel murmura qu'il n'avait jamais rien vu de pareil en ses années de travail avec les animaux et la thérapie. Carmen se contenta de hocher la tête, les larmes silencieuses traçant des chemins sur son visage, tandis qu'elle comprenait que ses filles avaient trouvé quelque chose de rare et précieux. Les jours qui suivirent établirent une routine qui devint progressivement sacrée. Chaque matin, avant que le soleil ne teinte l'horizon de doré, Sophie se levait et parcourait le chemin jusqu'à l'abri. Les premiers temps furent un apprentissage mutuel.
Le vieux Sébastien, un soigneur retraité qui habitait 2 maisons, plus loin, avait été ému par la détermination de la jeune fille et s'était proposé de lui enseigner les soins de base. Ses mains tremblantes mais expérimentées guidaient celles de Sophie, tandis qu'il expliquait l'importance de chaque geste, chaque touche, chaque mot murmuré. Vaillant, de son côté, démontrait une patience et une compréhension qui défiaient toute explication rationnelle. Lorsque Sophie luttait pour s'équilibrer en brossant sa crinière, il restait immobile comme une statue. Lorsqu'elle avait besoin de s'asseoir pour se reposer, il baissait la tête et la touchait gentiment avec son museau, comme pour dire qu'il comprenait parfaitement ses limites. C'était une danse silencieuse d'adaptation mutuelle, où chaque petit progrès était célébré par des hennissements doux et des rires cristallins. Michel commença à venir régulièrement, toujours sous prétexte de vérifier si les adaptations qu'il avait suggérées fonctionnaient. Ces visites coïncidaient suspectement avec les heures où Carmen était à la maison, et Sophie, avec la perspicacité naturelle des enfants, remarquait les regards furtifs échangés entre eux. Lors d'une de ces visites, tout en observant Sophie pratiquer des commandes de base avec Vaillant, Michel partagea sa propre histoire de perte et de dépassement, sur la façon dont la mort de sa femme l'avait laissé à la dérive, jusqu'à ce qu'il retrouve un but dans le travail avec les enfants ayant des besoins spécifiques. La vulnérabilité dans sa voix toucha quelque chose de profond chez Carmen, qui pour la première fois depuis des années se permit de parler des défis d'élever Sophie seule, après que le père de la jeune fille soit parti lorsque le diagnostic de sa condition fut confirmé. Les mots coulaient, comme de l'eau longtemps retenue, et Michel écouta en silence respectueux, sa présence solide offrant le réconfort dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Sophie, feignant d'être complètement absorbée par son interaction avec Vaillant, sourit secrètement, en remarquant la main de Michel se poser gentiment sur celle de sa mère. Mais tout n'était pas rose dans ce jardin en construction. La 3e semaine apporta le premier grand défi, lorsqu'un groupe de garçons plus âgés décida qu'il serait amusant de provoquer le cheval boiteux. Ils sautèrent la clôture pendant la nuit et jetèrent des pierres dans l'abri, faisant Vaillant se débattre en panique. Le bruit réveilla tout le voisinage, et lorsque Sophie arriva, elle trouva Vaillant, avec une coupure profonde à la patte arrière, résultat de son désespoir pour s'échapper. La vue du sang tachant la paille assombrit quelque chose dans le cœur généralement doux de Sophie. La fureur qu'elle ressentit à ce moment-là était primitive, viscérale, comme si on blessait une extension d'elle-même. Ce fut Michel qui la trouva pleurant de rage impuissante, tandis que le vétérinaire, appelé en urgence, s'occupait de la blessure. Il la serra dans ses bras pendant qu'elle sanglotait des mots entrecoupés sur la cruauté humaine, sur la façon dont certains semblaient prendre plaisir à détruire ce qu'ils ne comprenaient pas. L'incident eut des répercussions inattendues. Monsieur Charles, apprenant ce qui s'était passé, apparut à la maison des Dubois accompagné de ses 2 fils aînés. La honte sur son visage était évidente lorsqu'il s'excusa de ne pas avoir offert plus de soutien depuis le début. Il promit que ses fils se relèveraient en vigile nocturne jusqu'à ce que les coupables soient identifiés et punis. Ce fut le début d'un réseau de solidarité qui se forma progressivement autour de Sophie et Vaillant. La récupération de Vaillant coïncida avec une période de pluies intenses qui transforma le petit abri en bourbier. Sophie, déterminée à ne pas laisser cela perturber sa routine, improvisait des solutions créatives. Ce fut lors d'un de ces après-midi pluvieux que Michel la trouva essayant de construire une couverture improvisée avec de vieilles bâches. Ensemble, avec Carmen les rejoignant après le travail, ils travaillèrent sous la pluie, riant tandis que la boue éclaboussait et transformait la tâche ardue en un précieux souvenir. Ce fut ce jour-là, alors qu'ils partageaient un chocolat, chaud dans la cuisine après le travail, les vêtements encore humides et les visages rougis par l'effort, que Michel sortit de sa poche un petit amulette. C'était une miniature de fer à cheval qui avait appartenu à sa femme, elle aussi cavalière. Il l'offrit à Sophie, disant qu'il croyait qu'elle lui porterait chance dans son voyage avec Vaillant. Le geste simple portait des couches de signification qui ne passèrent inaperçues à aucun des présents. C'était un symbole d'acceptation, de faire partie de quelque chose de plus grand. Les semaines se transformèrent en mois,
et avec elle vint une transformation subtile, mais profonde. Sophie avait développé des muscles dans des endroits qui n'étaient auparavant que des promesses de force. Sa posture s'était remarquablement améliorée, et il y avait une confiance dans ses mouvements qui surprenaient même le kinésithérapeute qui la suivait. Vaillant avait également changé. Son poil, auparavant terne et sans vie, brillait de santé. Ses yeux avaient perdu cette ombre de résignation, remplacée par une vivacité qui contagiait tout le monde autour. Ce fut Sébastien, le vieux soigneur, qui suggéra le premier l'impensable. Lors d'une de ses visites d'orientation, il observa Sophie réaliser une série de commandes complexes avec Vaillant et déclara qu'il était temps de penser à l'étape suivante. Le mot « monter » plana dans l'air comme une promesse et une menace, simultanée. Carmen exprima immédiatement ses inquiétudes, énumérant tous les dangers possibles et certains improbables. Michel, cependant, surprit tout le monde en soutenant l'idée, suggérant qu'il consulte des spécialistes en équithérapie adaptée. La recherche d'un professionnel qualifié se révéla plus difficile que prévu. 3 spécialistes visitèrent Sophie et Vaillant, et tous déclinèrent poliment, citant la combinaison unique de défis comme étant au-delà de leurs compétences. C'est alors que la nouvelle parvint aux oreilles du docteur Hélène Leclerc, une thérapeute équestre renommée, qui était de passage dans la région pour un congrès. Intriguée par les récits, elle décida de faire un détour pour connaître le cas qui causait tant de rumeurs dans le milieu professionnel. L'arrivée du docteur Hélène marqua un tournant dans le voyage. Femme d'âge mûr, avec des yeux qui avaient beaucoup vu et des mains qui avaient guéri encore plus, elle passa des heures à observer silencieusement l'interaction entre Sophie et Vaillant. Elle ne prit pas de notes, ne prit pas de photos, se contenta d'observer avec l'intensité de celle qui lit une partition complexe. À la fin de la journée, son verdict fut simple et révolutionnaire. Vous deux faites déjà tout correctement. Nous avons juste besoin d'ajuster quelques détails techniques. Le programme d'entraînement qui suivit fut intense et méticuleux. Dr Hélène, qui décida de prolonger son séjour de quelques semaines, travailla sans relâche avec Michel pour développer des adaptations spécifiques. Une selle spéciale fut commandée, avec des supports latéraux qui compensaient à la fois la mobilité réduite de Sophie et le déséquilibre naturel de Vaillant. Chaque jour apportait de nouveaux défis et de petites victoires. La première fois que Sophie réussit à se hisser sur Vaillant, même avec lui immobile et entouré d'assistants, fut célébrée comme s'ils avaient conquis l'Everest. Mais l'univers semblait déterminé à tester leur résilience à chaque conquête. Lors d'une session particulièrement prometteuse, lorsque Sophie avait réussi à faire quelques pas montés sur Vaillant, l'un des supports de la selle céda soudainement. La chute fut rapide et effrayante. Sophie heurta le sol avec un impact qui lui coupa le souffle et, plus dévastateur, sa confiance nouvellement construite. Les examens médicaux ne révélèrent rien d'autre que des contusions, mais les dommages psychologiques étaient évidents. Pendant une semaine entière, Sophie évita l'abri. Elle observait Vaillant depuis la fenêtre de sa chambre, le cœur brisé entre l'amour qu'elle ressentait et la peur qui entachait maintenant chaque pensée sur le fait de monter à nouveau. Vaillant, de son côté, dépérissait visiblement. Il refusait une partie de sa nourriture, hennissait mélancoliquement à l'aube et au crépuscule, appelant son amie absente. Ce fut Carmen qui trouva Sophie pleurant silencieusement une nuit, confessant qu'elle se sentait lâche d'abandonner Vaillant après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Michel apparut le lendemain matin avec une proposition inhabituelle. Il suggéra qu'au lieu d'essayer de monter à nouveau immédiatement, Sophie et Vaillant participent à des exercices de confiance au sol. Il passa des heures avec eux, guidant des activités qui reconstruisaient lentement le pont de confiance ébranlé. Pendant l'un de ces exercices, alors que Sophie guidait Vaillant sur un parcours d'obstacles en utilisant uniquement des commandes vocales, elle trébucha et tomba. Avant que quiconque ne puisse réagir, Vaillant se positionna soigneusement pour qu'elle puisse utiliser son corps comme appui pour se relever. Le geste spontané du cheval fut le catalyseur dont Sophie avait besoin. Des larmes de gratitude et d'amour roulèrent sur son visage, tandis qu'elle étreignait le cou de Vaillant, murmurant des excuses de l'avoir abandonné. À partir de ce moment, la détermination revint multipliée. Mais elle était maintenant tempérée par la sagesse et le respect des limites,
les siennes comme celles de Vaillant. La nouvelle que le festival équestre régional accepterait des présentations spéciales arriva comme un cadeau et un défi. Dr Hélène, qui était devenue une présence régulière même après la fin officielle de sa consultation, fut catégorique. Ils ne concouraient contre personne d'autre qu'eux-mêmes. L'objectif n'était pas d'impressionner les juges, mais de montrer au monde ce qui était possible lorsque l'amour et la détermination s'unissaient contre toute attente. Les préparatifs du festival coïncidèrent avec une évolution naturelle dans la relation entre Carmen et Michel. Les regards furtifs avaient cédé la place à de longues conversations après les entraînements. Les touches accidentelles étaient devenues des mains tenues, tandis qu'ils observaient Sophie progresser. Lors d'un dîner spécial pour célébrer le premier parcours complet de Sophie montée sur Vaillant, Michel porta un toast ému sur le fait de trouver la lumière dans des endroits inattendus, son regard alternant significativement entre Sophie et Carmen. Mais le chemin vers le festival ne serait pas pavé uniquement de romantisme et de dépassement de soi. 2 semaines avant l'événement, une violente tempête s'abattit sur la région. Des éclairs déchiraient le ciel comme des fouets divins tandis que le vent hurlait menaçant. Ce fut pendant cette tempête que le véritable test de courage se présenta. Un éclair frappa un arbre près de l'abri, et le feu commença à se propager rapidement à la structure de bois sec. Sophie fut la première à remarquer la lueur orange de la fenêtre. Sans réfléchir, elle attrapa ses béquilles et courut aussi vite que ses jambes le permettaient. La chaleur était infernale quand elle arriva, et Vaillant hennissait en panique, coincé dans son box. La fumée rendait la respiration difficile, mais Sophie n'hésita pas. Avec une force qu'elle ne savait pas posséder, elle réussit à ouvrir la porte du box. Vaillant, cependant, paralysé par la terreur, refusait de sortir. C'est alors que toute la connexion construite entre eux se manifesta dans sa forme la plus pure. Sophie laissa tomber ses béquilles, s'appuyant précairement contre le mur, et commença à parler à Vaillant de la voix calme qu'elle utilisait pendant leurs moments les plus intimes. Elle chanta la même berceuse que cette première nuit de tempête, ses mots traversant le rugissement des flammes et la panique de l'animal. Lentement, pas à pas, Vaillant commença à la suivre hors de l'abri en flammes. Michel et Carmen arrivèrent au moment où Sophie et Vaillant émergeaient de la fumée, tous deux toussants mais sauvés. L'étreinte qui suivit fut de celle que les mots ne peuvent décrire adéquatement. Là, sous la pluie qui commençait enfin à tomber, éteignant les dernières flammes, 3 âmes se fondirent en gratitude et en amour. Monsieur Charles et ses fils arrivèrent peu après avec des seaux d'eau. Mais le danger était déjà passé, ne laissant que la structure calcinée comme témoin silencieux de l'acte de courage. La reconstruction de l'abri devint un projet communautaire. Des gens qui auparavant traversèrent la rue pour éviter de regarder le cheval boiteux arrivaient maintenant avec du bois, des clous et des mains prêtes à aider. Les enfants qui s'étaient démoqués demandèrent maintenant timidement à aider à prendre soin de Vaillant. C'était comme si l'acte de courage de Sophie avait fait fondre la glace du préjugé qui gelait les cœurs de la communauté. Pendant So-Sex-Sate, la reconstruction, une découverte inattendue. Sous les vieilles planches du sol, ils trouvèrent un coffre enterré contenant des journaux intimes et des photographies du fondateur original de la ferme du Bois. Parmi les objets, une histoire que personne ne connaissait sur un cheval champion, qui avait perdu une patte en sauvant son cavalier d'une embuscade pendant les guerres d'indépendance. Le cheval avait vécu ses dernières années honoré et aimé, contredisant tous ceux qui disaient que sa vie était terminée avec la perte de son membre. La coïncidence, ou peut-être le destin, énergisa encore plus Sophie. Avec le nouvel abri prêt et amélioré, les entraînements s'intensifièrent. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Il ne s'agissait plus seulement d'elle et de Vaillant. Il s'agissait de représenter tous ceux qui avaient été rejetés, sous-estimés, considérés comme incapables. Chaque mouvement qu'ils pratiquaient portait le poids et l'espoir d'innombrables histoires non racontées. La veille du festival, ce qui était attendu par beaucoup dans le village, depuis des mois arriva. Lors du dîner d'adieu organisé par Dr Hélène, Michel demanda officiellement la main de Carmen en mariage. Il le fit de la manière la plus touchante possible, s'agenouillant non seulement devant Carmen, mais aussi devant Sophie, promettant d'être non seulement un mari dévoué, mais un père qu'elle pourrait choisir d'accepter en son temps.
Sophie, les larmes aux yeux, fut celle qui répondit la première, disant que Vaillant approuvait, ce qui arracha des rires émus à tous les présents. Le jour du festival se leva avec un ciel qui semblait peint spécialement pour l'occasion. Bleu profond avec des nuages épars qui ressemblaient à des coups de pinceau divins. L'arène principale était décorée de drapeaux colorés qui dansaient au vent, d'où, au fil des heures et des présentations régulières qui se succédaient, la tension dans le campement improvisé de Sophie augmentait de manière palpable. Carmen ajustait nerveusement les détails de la tenue spéciale de Sophie, tandis que Michel vérifiait pour la 10e fois les équipements adaptés. Vaillant, d'autre part, démontrait un calme majestueux. C'était comme s'il comprenait parfaitement l'importance du moment et était déterminé à honorer tout le voyage qu'ils avaient parcouru. Lorsque Sophie approcha sa main de son museau, il la toucha gentiment, transmettant par ce simple contact toute la confiance du monde. L'annonce de leur présentation fut accueillie par un murmure curieux qui parcourut les gradins comme une vague. Lorsque Sophie entra dans l'arène, conduisant Vaillant avec une seule béquille, tandis que l'autre main tenait les rênes spéciales, le murmure se transforma en silence respectueux. Sous le soleil de midi, ils semblaient briller de leur propre lumière, chaque imperfection transformée en marque d'honneur. La musique commença doucement, une mélodie spécialement composée par un violoniste local qui avait été ému par l'histoire. Sophie et Vaillant commencèrent par des mouvements simples au sol, démontrant l'harmonie de leur communication. Chaque commande était exécutée avec précision. Chaque changement de direction coulait comme s'ils étaient un seul être divisé, en 2 corps. Lorsqu'arriva le moment de monter, assisté par Michel et Monsieur Charles, le public retint collectivement sa respiration. Ce qui suivit fut de la poésie en mouvement. Il n'y avait pas de saut spectaculaire ou de vitesse impressionnante. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de beaucoup plus puissant. La démonstration visuelle que les limitations physiques n'ont pas besoin d'être des prisons. Sophie et Vaillant parcoururent l'arène à différentes allures, chacune adaptée à leurs capacités uniques. À un certain moment, alors qu'ils passaient devant la tribune principale, Vaillant se cabra légèrement des pattes avant dans une salutation que personne ne s'attendait à ce qu'il puisse encore exécuter. L'émotion était palpable. Dans les gradins, des yeux embués témoignaient de quelque chose qui transcendait une simple présentation équestre. Des enfants en fauteuil roulant se penchaient en avant, l'espoir naissant sur des visages trop jeunes pour porter la résignation. Des parents d'enfants en situation de handicap se serrèrent les mains, des larmes silencieuses exprimant ce que les mots ne pouvaient pas. Même les juges, vétérans de 1000 compétitions, essuyaient discrètement leurs yeux. Le climax arriva, lorsque Sophie et Vaillant exécutèrent leur manœuvre finale. Positionnée au centre de l'arène, Sophie lâcha les rênes et ouvrit les bras, faisant entièrement confiance à Vaillant, tandis qu'il tournait lentement, montrant sous tous les angles leur union parfaite dans l'imperfection. Lorsqu'ils s'arrêtèrent finalement, tournés vers la tribune principale, le silence dura exactement 3 secondes avant d'exploser en applaudissements assourdissants. Le public se leva comme un seul corps, les applaudissements retentissant, comme un tonnerre bienveillant. Sophie, les larmes coulant librement, se pencha pour étreindre le cou de Vaillant, murmurant des mots d'amour et de gratitude qui se perdirent dans le rugissement de la foule. Mais Vaillant les entendit tous, hennissant doucement en réponse, sa tête appuyée contre la sienne dans un moment de communion parfaite. La présentation de Sophie et Vaillant ne remporta aucun trophée ce jour-là, mais elle conquit quelque chose d'infiniment plus précieux. Dans les semaines qui suivirent, la vidéo de leur présentation devint virale sur les réseaux sociaux, atteignant des cœurs sur tous les continents. Des lettres commencèrent à arriver de tous les coins du monde. Des histoires de personnes inspirées à ne pas abandonner, à chercher leur propre Vaillant, à être le Vaillant de quelqu'un. La ferme du bois, sauvée de la faillite par la vague, d'intérêt généré par l'histoire, se transforma officiellement en un centre d'équithérapie spécialisé. Monsieur Charles, les larmes dans ses yeux calleux, signa les papiers qui transformaient la moitié de ces terres en sanctuaire pour animaux considérés comme inadaptés et personnes que la société avait rejetées. Michel assuma la coordination pédagogique, apportant des méthodologies innovantes qui attireraient bientôt des étudiants et des professionnels de tout le pays. Le mariage de Carmen et Michel eut lieu 6 mois plus tard,
lors d'une cérémonie simple mais profondément émouvante à la ferme même. Sophie entra conduisant Vaillant, qui portait les alliances dans une petite bourse brodée attachée à sa selle adaptée. Lorsque le prêtre demanda qui donnait la mariée, ce fut la voix claire de Sophie qui répondit « Moi et Vaillant là, donnons avec tout notre amour et notre bénédiction. » Il n'y eut pas un œil sec dans la congrégation, mais la véritable magie opérait dans le quotidien du centre. Des enfants qui arrivaient tête baissée et désespérés trouvaient en Vaillant et dans les autres animaux rescapés des miroirs de leurs propres luttes et possibilités. Sophie, maintenant non plus seulement une patiente mais une instructrice assistante, partageait son parcours avec la sagesse de celle qui avait appris que les plus grandes limitations sont celles que nous nous imposons à nous-mêmes. Il y avait des jours difficiles, bien sûr, des jours où la douleur physique de Sophie l'empêchait de sortir du lit, des jours où Vaillant ressentait plus vivement le poids des années et du membre manquant. Mais c'était dans ces jours-là que leur connexion brillait le plus fort, l'un soutenant l'autre par la présence silencieuse, le toucher doux, la compréhension qui n'avait pas besoin de mots pour être complète. Un après-midi d'automne, 3 ans après cette vente aux enchères fatidique, Sophie était assise sous le grand acacia qu'ils avaient planté en hommage à tous les imparfaits parfaits qui avaient trouvé l'espoir à la ferme. Vaillant paissait tranquillement à proximité, s'approchant occasionnellement pour toucher la jeune fille avec son museau, comme pour vérifier qu'elle était toujours là. Michel et Carmen observaient depuis la véranda de la nouvelle maison, construite avec les économies du centre, les mains entrelacées, tandis qu'ils planifiaient l'avenir du projet né de la rencontre improbable entre une jeune fille déterminée et un cheval qui refusait d'être défini par ses limitations. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons dorés et rouges, qui semblait célébrer un autre jour de petites mais significatives victoires. Une nouvelle famille était arrivée ce matin-là, amenant un garçon autiste qui ne parlait pas depuis 2 ans. Tous furent surpris lorsque, en voyant Vaillant, le garçon murmura son premier mot depuis si longtemps. « Ami ». C'était une preuve de plus que la magie de cet endroit transcendait toute explication logique. Sophie ferma le livre qu'elle lisait à voix haute pour Vaillant, une tradition qu'il maintenait depuis cette première nuit de tempête. Elle regarda autour d'elle, vers les nouveaux box qui abritaient des chevaux, des poneys et même un âne à 3 pattes nommé Espérance, vers le manège adapté où des enfants de toute capacité apprenaient qu'ils pouvaient rêver. Vers la plaque à l'entrée qui disait « Centre d'équithérapie Vaillant-Sophie », où les différences deviennent des forces. La transformation avait été complète, mais le voyage continuait. Chaque nouveau jour apportait des défis et des opportunités de croissance. Sophie, maintenant une jeune femme de 14 ans, était devenue une voix respectée dans le monde, de l'équithérapie adaptée, consultée par des spécialistes et invitée à parler en conférence. Mais c'était là, aux côtés de Vaillant, qu'elle trouvait son véritable accomplissement. Alors que les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, Sophie réfléchissait à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Non seulement un centre de thérapie, mais un monument vivant à l'idée que nos imperfections ne nous diminuent pas. Elles nous rendent simplement uniques, que l'amour et la détermination peuvent construire des ponts, là où d'autres ne voient que des abîmes, qu'un cheval à 3 pattes et une jeune fille avec des béquilles pouvaient, oui, apprendre au monde à voler. Vaillant s'approcha et appuya sa tête sur l'épaule de Sophie, un geste qui était devenu sa façon de dire qu'il était temps de rentrer à la maison. Elle se leva, s'appuyant simultanément sur ses béquilles et sur le corps solide de son ami. Ensemble, ils marchèrent vers les lumières accueillantes du centre, leurs silhouettes imparfaites créant une ombre unique sur le sol battu, témoin silencieux d'une amitié qui avait changé non seulement leur vie, mais celle de tous ceux qui eurent le privilège de témoigner de leur histoire. Et vous, qui avez accompagné chaque moment de ce voyage extraordinaire, à quel moment permettrez-vous à vos propres imperfections de se transformer en elles? Quand cesserez-vous de voir les limitations comme des murs et commencerez-vous à les percevoir comme des portails vers des possibilités infinies? L'histoire de Sophie et Vaillant nous rappelle que les plus grands miracles se produisent lorsque nous osons croire que nous sommes dignes d'amour et capables de grandeur, exactement comme nous sommes. Quand chaque cœur qui bat différemment
En chaque pas qui suit son propre rythme, existe la semence d'une révolution d'espoir, attendant de fleurir. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert ?